Interaction chaque vendredi, midi 30, 13h, une émission interactive en direct pendant laquelle vous pouvez poser, et je vous invite à le faire, toutes vos questions dans la petite fenêtre de chat à côté du player. Et bien sûr, un fonds commun de placement sur lequel vous pouvez miser avec toutes les précautions d'usage. C'est pour ça qu'on a un générique qui est un peu long, parce qu'il vous met en garde. À mes côtés, Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Notre analyste, Paul Schforer, notre gérant. Bonjour Paul. Bonjour. Heureux de vous retrouver, messieurs, pour ce décryptage de la semaine et puis vos convictions sur la suite des affaires. On commence tout de suite par l'analyse de l'actualité et des tendances. Une tendance, Hubert, qui tourne toujours un peu autour des mêmes dossiers, l'Ukraine, la Grèce. Voilà, c'est le ouf de soulagement quand même. Sur les marchés européens qui gagnent 1,5% en moyenne, un peu plus sur l'Italie par exemple, et un peu moins sur la France ou sur l'Allemagne. Mais c'est le ouf de soulagement sur ces deux marchés-là. Bon, là, évidemment, avec une hausse de 11% de l'indice grec cette semaine. Donc on voit, et l'indice grec est en euros. Donc et pourtant, on n'a pas de solution. Et on n'a pas de solution, encore, mais on ne veut pas croire que le pire sera on n'a pas de solution, mais on a quand même la BCE qui a dit qu'elle mettrait des liquidités, qui a donc montré qu'en fait, dans la mesure où on respecterait la continuité de l'État grec, ce qui est très important dans le contexte européen, si on respecte cette continuité-là et donc on respecte les engagements, on est prêt à écouter tout ce qui permettrait d'arranger la situation et de faire entendre des amours pour l'Europe des citoyens. On a sauvé les banques, de toute façon. Ouais. À partir du moment où on refinance les banques, c'est que il y a encore des effets de manche à attendre, mais peut-être pas beaucoup plus. Alors, la croissance, des nouvelles de la croissance. Alors, du mieux en Europe. Ça a un peu plus accéléré, on est vraiment dans l'épaisseur du trait, mais quand même, au quatrième trimestre, en Allemagne, d'abord bien sûr. Mais plus 0,7, Oui, plus 0,7, 1,7% en rythme annuel, pour l'année, je veux dire. La zone euro fait 0,3, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que 0,2, de toute façon. La France fait aussi 0,1 de plus, on révise partout. Alors, résultat, bien sûr, l'indice DAX allemand passe les 11 000 points, donc c'est vraiment le symbole de la puissance allemande qui tire la zone. Mais donc, ça c'est le beau côté. La Chine inquiète, c'est celle qui explique que cette semaine, par exemple, les marchés américains sont en dessous de 1% de hausse. On se demande ce qui se passe quand même. Les chiffres sont finalement presque meilleurs. En tout cas, il y a une inflexion en Europe. La production industrielle va mieux. En Allemagne, elle va beaucoup mieux. Enfin, elle va aussi un peu mieux en France. Et ça, c'est pas à négliger parce qu'il y a une inflexion. Depuis 2011, on avait un indicateur qui ne faisait que baisser. Là, il est en train de se stabiliser un petit peu, on pourrait croire. Et puis la consommation reprend, en particulier en Allemagne. Et puis les bénéfices d'un euro faible, ça commence à se voir dans les chiffres du commerce extérieur. Et de l'autre côté, ça se voit avec une croissance américaine qui est plutôt stabilisée, c'est-à-dire qu'on ne se développe pas. Alors, les statistiques du premier trimestre, elles vont être complètement faussées compte tenu de la vague de froid qu'il y avait eu l'année dernière, mais on voit les statistiques, ça va moins vite. On en a une bonne, une mauvaise. Ce qui a un côté... Une baisse des ventes hors énergie, une baisse des ventes aux consommateurs hors énergie, une légère hausse. Oui, et moi je trouve que ça a un côté assez positif, c'est qu'en fait ça repousse un petit peu la perspective d'une hausse des taux qui faisait très peur. En fait, c'est le quart d'heure européen, on pourrait dire, quasiment. On le voit si on regarde, on parlera des résultats des sociétés publiées cette semaine, mais cette semaine, Arcelor a prévenu que ça irait assez mal. Arcelor, c'est 6% de la production d'acier dans le monde. Donc, quand il donne ses perspectives, tout le monde voit, il voit que 1 à 2% maximum de croissance et baisse aux États-Unis. Et à l'inverse, L'Oréal, accélération formidable au 4,5% de hausse des ventes au quatrième trimestre en Europe. Donc vraiment, c'est l'Europe. L'Europe rebondit, ou en tout cas peut-être toucher le fond. Vous nous avez apporté des graphiques concernant les fameux indices PMI. C'est quelque chose qu'on évoque souvent en matière boursière, les indicateurs des purchase managers, des directeurs d'achat, les indices des directeurs d'achat. Pourquoi c'est important ? En fait, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que ça se tasse peut-être aux États-Unis, ça se tasse un petit peu au Japon, mais globalement, la Chine reste autour des 50 et surtout l'Europe connaît une inflexion. Et ça, on le voit sur le graphe qui est présenté là. On voit qu'il y a une petite inflexion. Alors, il faut dire les couleurs, en fait. L'Europe est en bleu.
bleu, la Chine est en jaune, le Japon en orange et les États-Unis en rouge. Donc en bleu, on voit qu'il y a une petite inflexion qui est en train de se mettre en place. Imperceptiblement, modeste, c'est modeste, mais c'est finalement quelque chose d'important parce qu'on a eu très peur sur l'Europe. On zoome encore mieux sur l'Europe, on va le voir, voilà, ce point d'inflexion. Et alors, les directeurs d'achat, c'est important parce que c'est ce qui permet d'anticiper ceux qui achètent, qui sont à l'avant-poste des entreprises, à la proue. Et donc, à la proue, pardon. C'est effectivement l'indicateur de ce qui va se passer dans l'industrie et de ce qui est en train de se passer, dont on verra les résultats dans les chiffres qui seront publiés. Et ça marche, hein. On le voit depuis, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans la baisse. Donc on voit l'inflexion, le changement de signe de la dérivée ou la dérivée seconde, c'est un truc très important. Très important. Parfait. Et on le voit là, en fait, en Europe, on voit très clairement que dans le dernier mois, on a eu une remontée assez significative de la France qui est en bleu très foncé, de l'Italie et de l'Allemagne. Alors l'Allemagne et la France plus que l'Italie, mais c'est vraiment un arrêt du mouvement de baisse qui nous effrayait tant il y a un mois. Et qui est lié sans doute au contexte, baisse des taux, quantitative easing, baisse de l'euro et pétrole. Pétrole, on en est où? Un peu d'investissement. Alors le pétrole, on stabilise après le rebond encore une fois. On a eu une très forte baisse, on a retracé, comme disent les boursiers, le tiers de la baisse. On se stabilise. Alors, commence à se poser des questions, et c'est l'histoire de la croissance américaine un peu révisée à la baisse, de l'effet récessif, curieusement, de la baisse du pétrole sur l'activité industrielle américaine, puisqu'il y a eu énormément d'investissements. On dit que 30% des embauches sur 6-7 ans ont été dans l'industrie du pétrole. Donc on a un petit retour, mais ce retour il est très largement compensé par l'intérêt pour le consommateur. Oui. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la macro. On va revenir sur la micro, une actualité qui était dense aussi cette semaine. On va commencer par les grands arbitrages, l'historique. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, messieurs? Alors, cette semaine, on a fait ce qu'on avait dit la semaine dernière. Exactement. C'est déjà bien. Assister auprès des gens qui nous suivent, on a fait ce qu'on avait dit la semaine dernière. Donc, on a vendu GDF entièrement. On a renforcé KPN. On a renforcé Deleuze, on a renforcé Carrefour. On prend du cycle sur ces valeurs. Tout à fait. Et on a légèrement allégé Orange avec la maturité du cycle des télécoms qu'on a bien joué. Je dirais et que l'idée, c'était de faire KPN devient le nouvel Orange. Voilà. Orange, a retrouvé son statut, le re-rating, comme ils disent, est largement opéré. Et donc, aller chercher sur KPN et sur Telefonica dans ce secteur-là. Alors, donc, et KPN, Telefonica, on en avait déjà. Alors, voilà. Donc, Et alors, sur les télécoms, on voit d'ailleurs la valeur Bouygues qui a bien performé cette semaine, avec la rumeur d'une annonce de Drahi sur le rachat du téléphone. On n'est pas nécessairement convaincu que c'est comme ça que l'histoire se termine et peut-être que Free a quand même plus de chances de finir par aboutir, mais ça montre encore qu'il y a un petit peu d'actualité sur ce secteur-là. Et que ça va avancer peut-être vite, c'est ça l'idée. Voilà. Alors, donc ça c'est en effet les arbitrages passés. Qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de cette actualité qui était riche en termes de valeur? Donc on a dit un mot de Michelin, on n'en a pas, on s'en porte bien. Alcatel, on n'en a pas, c'est du risque, c'est vraiment du risque, mais la communication du président, du directeur général, convainc les analystes, elle convainc aussi un peu les investisseurs, c'est quand même assez joué. Il y aura de la croissance et les marges, il faut qu'elles soient au rendez-vous. On nous annonce qu'elles seront au rendez-vous, c'est peut-être un peu tôt. Ceci étant, c'est vraiment un dossier que l'on regarde parce que dans la partie cyclique, qui vient un peu dans la dernière partie, dans les natures qui correspondraient à cette reprise du cycle, c'est peut-être un support qu'on va rentrer prochainement. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire cette fois-ci, très clairement. On regarde, on surveille. Mais c'est vraiment une des valeurs qu'on regarde. Avec un paradoxe, c'est un équipementier. Les équipementiers, on l'a vu dans l'automobile, s'en sortent très bien. Et dans les télécoms, c'est une position de force qui est moins confortable. Oui, c'est nettement moins confortable, puisque effectivement, c'est les gens qui ont le client final et qui captent de la marge. Mais Alcatel avait raté tellement de révolution industrielle pendant 20 ans que depuis 4 ou 5 ans où il les prend, on peut croire à cet effet de marge. La question, c'est imposer des prix, pricing power, comme ils disent, et Alcatel a l'air d'être capable de le faire. Et puis je crois qu'il y a une transformation qui s'est opérée dans le secteur de l'automobile. L'équipementier est aujourd'hui capable de capter de la valeur ajoutée, puisqu'en fait, l'objet connecté, c'est lui, finalement. C'est lui qui développe tout ça, et il a la possibilité de retrouver un pricing power qu'il avait eu tendance à perdre
il y a 5 ans. Ce qui n'est pas le cas donc d'un équipementier télécom, paradoxalement, qui est moins connecté, quelque part. Alors, Publicis et Havas. Publicis et Havas, alors, bonne publication de Publicis quand même. Alors, Publicis est une restructuration, puisqu'une fusion était envisagée avec un partenaire américain qui ne s'est pas faite pour finir, mais croissance organique qui accélère au quatrième trimestre, 3,2% pour une agence comme Publicis. C'est très important. Hein. Le dividende monte de 9%. Publicis est prudent, mais annonce une accélération en 2015 et surtout en 2016. C'est des valeurs de point mort. Hein. Donc, et là, on est complètement dans le cycle. Bien sûr il faut bien sûr augmenter un peu les salaires, mais tout chiffre d'affaires en plus, ça va directement dans la ligne du bas, dans les bénéfices. Alors, Havas a 3% de croissance organique en 2015, c'est ce qu'il vise. Bon, c'est un peu plus, c'est un peu moins que ce que ferait le marché d'après Publicis, hein, en général. L'effet dollar est favorable pour Publicis et défavorable pour Havas, parce qu'Havas a des marges plus importantes en euros qu'en dollars. Donc, il y en a une des deux qui est plus portée par sa stratégie. Et sur le rapprochement Havas-Bolloré, parce qu'il y a quand même une OPE en cours, une offre publique d'échange, qui a eu un succès. Finalement, Bolloré-Havas, c'est la même chose maintenant, ou il reste une partie... Il reste une partie cotée, mais... Ça vaut le coup d'être minoritaire comme ça avec M. Bolloré, c'est mieux d'être du côté du majoritaire. Donc, on a du Vivendi et on peut avoir de la financière de l'ODEC, qui est celle qui est au-dessus. Prendre le compartiment au-dessus. Voilà. Bon, Paul, sur la publicité, parce que si on parle de reprise, de cycle, de croissance, c'est vrai qu'on va faire de la publicité. Et d'affaires de point mort. On est d'accord, on va en faire. Pour autant, on le fait. Quand on sera en météo 1. Voilà, ça serait peut-être non, on passera, je pense, directement de la 3 à la 1. En revanche, c'est encore un peu tôt pour nous pour aller si agressivement sur cette partie-là. C'est la pointe avancée. Hein. Voilà, c'est un petit peu la même remarque que sur Alcatel, où on est dans l'avancée du cycle, enfin au bout du bout. Donc, en revanche, la question que je pose, c'est pourquoi on garde du Vivendi et plutôt que d'avoir du Publicis et du RTL par exemple. Vivendi, c'est une défensive diluée dans le domaine des médias maintenant. Et du téléphone. Donc, on est encore sur la fin de l'histoire des téléphones, je crois, sur Vivendi. On n'est pas passé à la publicité, effectivement. C'est pour ça qu'on est encore là sur Vivendi aujourd'hui. C'est surtout du cash maintenant. Dans le oui, mais enfin bon, je dirais que c'est un peu ça notre logique pour l'instant. Le sens, comme je le disais. Et être minoritaire avec M. Bolloré, c'est pas forcément le meilleur endroit pour l'être. Il est minoritaire chez Vivendi aussi. Hein. Alors, Total. On l'est avec lui. Alors, Total, baisse des cours du pétrole. Qu'est-ce qui se passe? Ils annoncent qu'ils vont pouvoir maintenir leurs dividendes, mais qu'est-ce qu'ils annoncent en même temps? La baisse des investissements. Grosso modo, le pétrole, c'est 3 milliards. La baisse du pétrole, c'est 3 milliards de moins de résultats. On va faire 4 milliards de moins en investissement. Ça, c'est pas un truc qui dure longtemps. Qui dure longtemps, ça. Oui, enfin, il n'y a pas vraiment... Il y a une restructuration qui doit être menée. Cette restructuration, elle est sans grande marge de manœuvre. Et donc, c'est pas vraiment le titre qui nous attire le plus. Alors, personnellement, si on les compare, je pense que Royal Dutch Shell est moins cher que Total. Total est un peu surévalué pour une raison simple, c'est son poids dans l'indice CAC 40. C'est que les gens qui veulent jouer la bourse de Paris... la Bourse de Paris achète du Total, même s'ils savent qu'il ferait mieux d'acheter du Shell. Alors, avec une question, est-ce qu'on joue le pétrole actuellement ou pas? Parce que c'était l'histoire du couteau qui tombe. Je crois qu'il ne faut pas jouer le pétrole. On a eu un rebond, on a une stabilisation. Le grand schéma sur lequel nous sommes, c'est de dire qu'on est rentré dans la décennie de l'énergie pas chère. Après une décennie de coûts salariaux bas grâce à la Chine, on est rentré dans un monde d'énergie pas chère. Ce qui veut dire des restructurations très profondes dans ce secteur-là. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, qui a tiré la croissance, qui fait qu'ils s'en sortent, c'est le gaz de schiste, le pétrole de schiste, très critiqué par certains aspects, mais qui induit toute une réorganisation du secteur. Et je pense que c'est ce qui va se passer en Europe aussi. Les majors ont été absents de cette révolution-là. Les majors pétrolières ont été très mauvaises dans cette mutation. Alors, quand on vous annonce qu'on va monter le dividende de 2,38 à 2,44 sur Total, parce qu'on diminue de 4 milliards les investissements, écoutez, c'est pas une valeur d'avenir, hein. C'est tout. Il y a mieux à faire. Et on va plus loin, c'est qu'aujourd'hui, fort des résultats qui ont été publiés sur EDF, fort des incertitudes qu'on peut avoir sur le dividende aussi pour EDF, on est prêt à... suite à un débat qu'on a eu depuis un certain nombre de semaines, à vendre pour la semaine maintenant. EDF, pour aller vite, il vise 0
d'augmentation de leurs résultats l'année prochaine, ils distribuent 52% de leurs bénéfices. Donc le président Lévy fait comme ses deux prédécesseurs, il dit je n'ai pas d'autre solution qu'augmenter mes tarifs. Et le gouvernement Valls fait comme ses prédécesseurs, il dit je ne veux pas. Donc le serpent se mord la queue. On n'a pas de raison d'être embarqué dans cette affaire. On a 2% d'EDF dans votre portefeuille. Donc l'idée, Paul, on les sort cette semaine. Donc on le vend EDF. Hein. Voilà. Premier mouvement d'arbitrage de cette semaine, on sort cette ligne EDF. Pernod Ricard également dans l'actualité. Alors Pernod Ricard, ni bien ni mal. Voilà, ni bien ni mal. Le cognac en Chine, ça va moins bien, surtout les cognacs chers. Mais alors il se repositionne sur le cognac moins cher. La vodka aux États-Unis, c'est des affaires de restockage. Alors c'est assez compliqué puisque le système de distribution américain fait que le stock compte beaucoup. Ni bien ni mal. Un nouveau président qui s'appelle Ricard, donc c'est très bien. Ça reste en famille. On en a parlé plusieurs fois. Oui, c'est une valeur qu'on aime bien, mais on a du mal. On a du mal. C'est de la consommation cyclique, peut-être trop de poids de la Chine. C'est-à-dire que pour jouer les États-Unis, jouer l'Europe, c'est bien. Le poids de la Chine, évidemment. En fait, on est beaucoup plus attiré par L'Oréal. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, la croissance du chiffre d'affaires se fait aussi en Europe. Et donc, on va rentrer L'Oréal. L'Oréal, dans ce secteur-là, alors L'Oréal, évidemment, c'est... Le problème de L'Oréal, c'est quand on achète, on n'en vend jamais parce que c'est une perle absolue. L'avantage, c'est que du coup, ça ne baisse pas beaucoup parce que tout le monde est dans le même cas et donc on en vend peu. Le quatrième trimestre, plus 3% comme je le disais, de chiffre d'affaires contre moins 0,4 au troisième. Donc on voit l'effet dollar et l'effet dollar va se développer. On peut viser 14-15% de hausse du bénéfice l'année prochaine sur un géant comme ça. Ça mérite les 26 fois les bénéfices, surtout qu'il y a quand même un rendement qui est de 2%. Une question d'un internaute. Donc on a bien noté, hein, on rentre une ligne de L'Oréal, on a sorti EDF. Quelle est votre analyse des résultats des banques, BNP, Société Générale? Pas beaucoup de surprises, moi je trouve. Je trouve pas. Maintenant, les banques ne sont pas gérées par les patrons des banques, les banques sont gérées par les banques centrales. Donc les banques centrales les ont sauvées et maintenant les drivent en leur disant maintenant, ça a été un peu la fin de la fête pour les traders, maintenant il faut que ce soit un peu la fin de la fête pour les actionnaires qu'on a recavés. Voilà, alors ponctuellement, si les choses vont mieux en Russie, tous les titres qui avaient été massacrés sur l'idée qu'ils étaient exposés aux défauts russes. Donc la générale. Oui. Donc la générale, mais en Italie, il y a aussi des choses très intéressantes. Réagissent plutôt positivement. Unicredito, par exemple, réagit plutôt positivement. Donc c'est vrai, ça c'est quelque chose, c'est une actualité ponctuelle, mais ça ne remet pas... S'il y a un secteur à jouer, c'est l'Italie, parce que la restructuration est devant, et que si on se faufile bien, on peut en profiter. Autrement, les grandes banques, elles sont à leur prix. Alors, elles n'ont pas beaucoup de raisons de baisser, de mon point de vue, mais elles n'ont pas beaucoup de raisons de monter non plus. Et c'est vraiment dans une croissance économique, pas là où on irait le chercher. Gérer une banque avec une courbe des taux d'intérêt à zéro, mais qui monte extrêmement lentement, c'est pas tout à fait évident pour sortir des résultats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon dans cette semaine riche en actualité cette semaine, il y a Solvay qu'on a rentré la semaine dernière, un petit point. Alors Solvay, c'est la chimie, donc là on joue le pétrole. Et un peu de croissance économique. On joue la croissance économique, je crois. On joue la baisse du pétrole, hein, parce que ça profite aux marges. La baisse du pétrole, bien sûr. Voilà. Une chimique, c'est une dérivée. Deleuze, comme beaucoup de chimiques européennes, par ailleurs, souffrait de Solvay, pardon. Deleuze, c'est belge aussi, mais c'est pas la même chose. Solvay souffrait de la différence de prix de revient du gaz, parce que le gaz aux États-Unis est beaucoup plus bas qu'en Europe. Donc ce mouvement a quand même un peu compressé la différence, et donc Solvay, et probablement Arkema, qui est son concurrent, en bénéficie. Historiquement, d'ailleurs, dans les périodes de reprise, la chimie fait plutôt bien. Et ça, c'est un sujet qui attire notre attention. Autrement, Deleuze, qu'on a rentré la semaine dernière, donc Deleuze, je rappelle, c'est 60% un peu plus du chiffre d'affaires qui est en dollars, puisque c'est un distributeur, c'est deux distributeurs de la côte est des États-Unis, plus un distributeur belge. Ça se passe bien. On joue la distribution américaine et la reprise européenne de la consommation. En revanche, dans les publications, j'en disais un mot tout à l'heure, l'avertissement sur les bénéfices, comme on dit, d'Arcelor, montre qu'il ne faut pas se précipiter sur les cycliques. Que les cycliques de consommation, oui,
Les cycliques purs, encore une fois, c'est quand quelqu'un qui fait 6% de l'acier mondial vous dit la croissance va être faible, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les capacités repartent. Alors, il y a un point sur lequel je pense qu'il est intéressant de revenir, parce qu'on parlait des banques, c'est les financières. C'est-à-dire, globalement, aujourd'hui, dans le portefeuille, il n'y a pas une seule banque. Voilà. Et on a des financières, c'est AXA, c'est Unibail et c'est Allianz. On envisage... Unibail, c'est une financière qui est un pied dans le béton. Oui, mais c'est dans la catégorie, dans la nature des financières, et c'est justement la spécificité. C'est-à-dire qu'en fait, en apparence, on a l'impression qu'on est exposé aux financières pour 11,93%. On le fait de façon tout à fait originale par rapport à ce qu'il y aurait dans les indices. On a 2 compagnies d'assurance. Donc je remets sur le tapis pour une prochaine semaine un titre dont j'ai déjà parlé, qui est Euler Hermès, qui est un titre qui est c'est de l'assurance crédit, qui a publié des résultats qui sont bons, qui d'abord peut être racheté à tout moment par son actionnaire principal, qui est Allianz, et qui est un assureur qui a vu cette année, au 4e trimestre, on va le voir, une amélioration de son ratio, puisqu'il y a moins de défaillances d'entreprise. C'est pas... Donc, c'est une compagnie d'assurance qui n'est pas touchée par la baisse des taux, ce qui est assez important. Est-ce qu'on fait d'autres arbitrages, Paul, cette semaine? Oui, on va rentrer Nexity. Nexity, alors... Donc de la promotion immobilière. Voilà, mais c'est surtout l'idée qu'il va se passer des choses avec la loi Pinel, autour des assouplissements réglementaires du foncier. Desserrer le collet. Et c'est une façon de jouer aussi cette reprise que l'on annonce finalement. Et même qui se traduira aussi vite dans la promotion immobilière, parce que c'est quand même un secteur avec des cycles longs. Il y a une partie... On considère que le chiffre d'affaires pourrait progresser significativement, et plus significativement qu'il n'est anticipé. Surtout puisqu'en fait, c'est une valeur qui a été considérée comme intéressante par rapport à la baisse des taux. Nexity, c'est vrai que c'est en retard. C'est vrai qu'on va réviser à la hausse. Mais c'est une valeur qui n'offre pas d'effet de levier. C'est-à-dire qu'elle retransmet ce qui va se passer sur son secteur. Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui a la base un peu lourde dans une période comme celle-là, mais ça équilibre le portefeuille. Voilà. C'est ça votre sujet. Moi, je trouve qu'on pourrait être plus offensif, mais c'est un équilibrage de risque, puisque rappelons, nous avons quand même un portefeuille dans lequel il n'y a pas de pétrolière, il n'y a pas de banque, il n'y a pas Sanofi, donc il faut de temps en temps essayer de s'intéresser à des choses un peu plus stables, je le conçois, même si je pense que pour Nexity, c'est pas vraiment le moment. Et puis c'est la répartition des rôles avec la prérogative de Paul, qui représente la gestion et le final cut, comme on dit dans le cinéma. Est-ce qu'on a fait le tour ? Je crois. Pour l'essentiel, donc je rappelle, sous votre contrôle, messieurs, les arbitrages, on sort EDF, on rentre L'Oréal et Nexity cette semaine. Ce qui veut dire qu'on n'a plus ni d'EDF, ni de GDF. Donc on sort de ces fameux services collectivités dans le domaine de l'énergie. C'est pas le meilleur angle. Voilà. Merci messieurs, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une nouvelle demi-heure interactive.